Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Qu'est-ce que le droit de correction, ce principe de justice qui refait son apparition ces dernières semaines dans nos journaux et qui fait aussi débat dans le milieu de la défense des mineurs? On en parle dans la première partie de cette émission avec nos invités. Nuage, le récit d'un homme au parcours à la fois banal et exceptionnel, ponctué de succès mais aussi d'échecs, toujours en quête de réaliser son plus grand rêve, à savoir celui de voler. On reçoit l'auteur de cet album contemplatif, pareil aux éditions Glénat. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Buan fera le point sur le hashtag Blockout 2024 qui impacte les célébrités, autant françaises qu'internationales. Mais tout de suite, un point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. En Nouvelle-Calédonie, 3e nuit sous état d'urgence en cours après les violentes émeutes des derniers jours. Et face à cette situation, les écoles, les collèges et les lycées sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est en place. Gabriel Attal a annoncé également l'interdiction de l'utilisation du réseau social TikTok utilisé par les émeutiers pour tout simplement endiguer cette circulation des messages de haine et les appels à la violence des émeutiers qui sont parfois extrêmement jeunes. Écoutez ce témoignage recueilli par nos confrères de RTL ce midi. Il s'agit d'une professeure, Virginie. C'est un collège qui est dans un lieu, on peut dire, chaud. Donc mes élèves, ce ne sont pas des élèves que je vois ici, dans mon quartier, mais je vois que en fait, la grande majorité, on va dire qu'ils ont entre 12 et 25 ans. Dans le quartier où je travaille, ce sont mes élèves qui sont les assaillants. C'est ça qui me désole, je suis horrifiée, je suis désolée. Et alors, à l'issue d'un conseil de défense, ce matin, Gabriel Attal annonce l'envoi de 1000 renforts supplémentaires d'ici demain soir. Objectif étant de sécuriser, bien sûr, les ports, les aéroports de cet archipel qui se situe à près de 17 000 km de la métropole. Les élus locaux qui estiment également à 150 millions d'euros les dégâts. Retour en métropole d'ici 2 semaines, coup d'envoi des procédures d'admission de Parcoursup et pour permettre aux élèves de mieux appréhender cette période, un site d'entraînement ouvre aujourd'hui. Effectivement, 700 000 élèves de terminale et étudiants en réorientation sont concernés. Selon un sondage réalisé l'an dernier, près de 83% des 1000 néo-bacheliers interrogés estimaient que cette procédure était stressante. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place ce site dont l'objectif est de montrer en toute transparence comment Parcoursup fonctionne pour rassurer ses utilisateurs. Concrètement, les élèves pourront s'entraîner via des situations fictives à répondre à des propositions d'admission et ce, autant de fois qu'ils le veulent. Les élèves peuvent également voir comment se matérialisent les différentes étapes d'admission sur cette plateforme. Nous vous en parlions mardi, coup d'envoi du défi 10 jours sans écran dans les établissements scolaires, associations et communes. Dans la même veine, des parents se mobilisent pour retarder l'âge du premier smartphone à 15 ans. Et ainsi éviter que leurs enfants ne soient exposés à des contenus pornographiques, au harcèlement ou même à de la violence. C'est Olivier, le père de 2 jeunes ados près de Rennes, qui en a lancé cette initiative, celle d'un pacte. Écoutez, c'est au micro de France Info. C'est interdit dans les collèges. Il n'empêche que les enfants sont exposés au smartphone des autres dans les voyages scolaires, dans le bus qui amène les enfants à l'école, parfois sur des moments un peu volés où les enfants finalement réussissent à cacher l'utilisation d'un smartphone dans la salle de l'école. Si vous discutez avec des professionnels de santé, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut reculer l'âge du premier smartphone. Alors objectif, inverser la pression sociale, faire en sorte que les parents ne se sentent pas obligés de faire un peu comme tout le monde, d'offrir un portable à leur ado mais beaucoup trop tôt. Dans leur conclusion fin mars, rappelons que le groupe d'experts qui a été mandaté par Emmanuel Macron avait estimé que les parents ne devraient pas offrir de téléphone à leurs enfants et qu'à partir de 11 ans, un modèle sans connexion Internet suffisait pour garder le contact lorsqu'ils sont à l'extérieur de la maison. Le pacte des parents pour un recul du premier smartphone se trouve sur change.org. Un groupe Facebook existe également. Il s'appelle Parents unis contre les smartphones avant 15 ans. À Montpellier, le tribunal administratif autorise le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans instauré dans la ville. Le tribunal qui a rejeté au passage le recours de la Ligue des droits de l'homme contre ce dispositif qui avait été demandé notamment sa suspension, estimant qu'il n'y avait aucun élément justifiant cette implication, notamment dans les troubles à l'ordre public. Mi-avril, c'est Robert Ménard, le maire, qui avait justifié cet arrêté suite au nombre croissant de jeunes mineurs livrés à eux-mêmes en pleine nuit et une aggravation du nombre de faits délictuels, notamment
notamment l'incendie d'une école il y a 5 ans en 2019 et puis les émeutes en juillet dernier. L'association va toutefois se pourvoir en cassation en saisissant le Conseil d'État. Elle maintient la procédure d'annulation également avec une audience qui est prévue dans 18 mois. En bref, nouvelle mobilisation à Paris des agents du périscolaire. Et là, il va falloir anticiper. La grève, elle aura lieu 1 heure chaque jour entre 11h25 et 12h25 dès mardi prochain et jusqu'à vendredi prochain. Ils souhaitent tout simplement dénoncer leurs conditions de travail. Par conséquent, le fonctionnement de nombreuses cantines des 630 écoles parisiennes sera perturbé durant cette période. L'intersyndicale prévoit aussi même que des centaines de cantines seront fermées. Des conséquences également sur les activités en interclasse puisque les animateurs, les responsables éducatifs donc, ainsi que les directeurs de périscolaires seront mobilisés ce jour-ci. Côté santé, ce constat à présent de l'Organisation européenne du cancer, la France est l'un des pays européens qui compte le plus de fumeurs. 25% de la population, contre 18% en moyenne en Europe. Selon l'organisme, ce tabagisme excessif tue plus de 48 000 Français chaque année, soit jusqu'à 60% de plus que dans d'autres pays européens. Un autre point inquiétant, c'est l'accès aux soins. Un tiers de la population vit dans une zone où il y a un désert médical. Les cibles sont souvent les personnes âgées ainsi que les habitants. La France qui compte que 1,52 oncologues pour 100 000 habitants, soit 2 fois moins qu'en Union européenne. Il y a d'ailleurs un manifeste européen qui est sorti à l'initiative de cette organisation du cancer. Parmi les propositions, il y a notamment l'adoption d'un âge minimum de 21 ans pour la vente de tabac, afin de prévenir tout simplement une génération sans tabac d'ici 2040, mais également la taxation des nouveaux produits composés de tabac ou encore de nicotine. On pense aux puffs qui ont été supprimés et l'augmentation aussi des taux d'imposition sur les cigarettes et le tabac. Terminons avec cette belle surprise signée Jean-Jacques Goldman. Oui, la personnalité préférée des Français, qui n'a plus sorti d'album depuis 2001, a écrit les paroles et a même chanté l'introduction d'une chanson sur la résistance pour une classe de CM1 du côté de Vénissieux, non loin de Lyon. Alors concrètement, en 2019, c'est l'enseignante qui a décidé de monter un projet éducatif, un spectacle sur la résistance avec sa classe. C'est une grande admiratrice de ce chanteur avec qui elle a échangé par lettres et qui le fait depuis plusieurs années. Elle lui a proposé de participer à ce projet pédagogique. Le Covid est arrivé, premier confinement, cela ne s'est pas fait, donc à reporter ce projet, mais le chanteur, lui, était d'accord. La prof a fait en sorte de garder sa classe. Ça a été le cas, le temps est passé, le spectacle s'est construit avec notamment Michael Jones qui vit du côté de Lyon, qui était le guitariste de Jean-Jacques Goldman. Ils ont participé à cette collaboration, ils ont filmé la représentation, ils l'ont envoyé même à Jean-Jacques Goldman qui a tout simplement adoré. Il a envoyé un mail, il a contacté la professeure 1 an plus tard. Et là, elle a reçu tout simplement la chanson avec les paroles, avec le texte qui a été retravaillé également avec les élèves. Et ça a donné tout simplement une chanson signée Jean-Jacques Goldman et les élèves de cette classe. Ils ont tous été ravis. Ils ont même d'ailleurs échangé, déjeuné ensemble. Une belle rencontre pour Jean-Jacques Goldman qui... On attend toujours son retour sur scène. Attendez la fin de l'émission pour aller voir quand même, oui. Parce qu'on a plein de choses à vous dire. Merci Guillaume. Alors évidemment, nous n'avons pas cette chanson à vous proposer tout de suite parce qu'il faut attendre la fin de l'émission pour la retrouver. Vous allez la retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes, bien entendu. On va parler du droit de correction, ce droit octroyé aux parents et qui peut sembler dater d'un autre temps. Il refait surface et surtout polémique suite à la relaxe il y a quelques semaines d'un père en cour d'appel accusé de maltraitance envers ses enfants. Alors en quoi consiste ce droit? Pourquoi fait-il polémique? C'était mieux avant, c'est la question. On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Sophie Dessis. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable juridique de l'association Enfance et Partage. Arnaud Saint-Rémy, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Une nouvelle fois. Vous êtes avocat spécialisé dans les droits des mineurs. Alors, pour comprendre le sujet du jour, on va faire un petit retour sur les faits. Un homme poursuivi pour des violences sur à la fois son ex-femme et ses enfants a été relaxé le 18 avril par la Cour d'appel de Metz qui évoque dans son arrêt l'existence d'un droit de correction reconnu aux parents. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un point sur ce fameux droit de correction. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un droit de correction et pourquoi il revient dans la conversation? J'allais dire qu'est-ce que c'était, parce que ça n'existe plus depuis la loi du 10 juillet 2019. Ça n'existait plus, puisque c'est revenu. Oui, ça n'existait plus. Et je dirais même ça a été aboli en 1935 par une très vieille loi qui est revenue sur ce qu'avait autorisé le code de 1804, le code napoléonien, qui permettait à le pater familias d'exercer sur ses enfants, mais également sur
son conjoint, sa femme. C'est pas son conjoint, précisons-le bien, c'est sur sa femme. C'était sur sa femme, oui, absolument. Alors, c'est aujourd'hui, on parle plus de conjoint. Mais vous avez parfaitement raison, la femme devait respect et obéissance, disait le code à l'époque. Donc, un autre temps. 1935, c'est officiellement aboli. Mais il y avait une certaine coutume dans certaines parties, certaines régions où il existait encore l'usage du martinet, l'usage de l'humiliation, c'est le bonnet d'âne, l'usage de tu iras au coin. Et il a fallu quelques jurisprudences et surtout il a fallu la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 19, qui rappelle que les enfants ne doivent en aucun cas être victimes de maltraitance physique ou psychologique. Et c'est en 2019 simplement qu'enfin, à l'issue d'un débat parlementaire, le texte dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Donc, on a appelé la loi anti-fessée. La loi anti-fessée, mais en réalité... cette violence pouvait être une violence verbale, ça pouvait être des injures, des insultes, des humiliations, ça peut aussi être des violences psychologiques. Lorsque, une fois encore, on maltraite psychologiquement, on rabaisse un enfant, c'est ce qu'on appelle de la violence. Et la Convention internationale des droits de l'enfant, la Charte des droits sociaux, Charte européenne des droits sociaux a interdit cela. À plusieurs reprises, d'ailleurs, le Comité des Nations Unies avait rappelé à la France que sa législation n'était pas en conformité avec les textes internationaux. Et c'est en 2019 que ça change. Alors, ça change en 2019, puis ça rechange en 2024, manifestement, puisque là, on reparle du droit de correction. Sophie Dessis, quand on dit droit de correction, ça veut dire donc droit de corriger ses propres enfants. Les corriger de quelle manière? Parce que là, si on invoque le droit, les enfants disaient clairement qu'ils étaient victimes de coups au ventre, collés au mur, grosses gifles au visage, humiliation, agression en permanence de la part du père, même quand c'était soi-disant positif. Alors j'espère qu'on n'y revient pas au droit de correction et que cette décision sera une seule et isolée et que la Cour de cassation viendra effectivement l'annuler. Effectivement, le droit de correction, pour en revenir, il prenait sa source dans la puissance paternelle. On aura une autorité parentale conjointe avec les deux parents comme 1970. La France, elle n'est pas une très bonne élève sur effectivement les droits de l'enfant. C'est vrai que le XXe siècle a vu les droits de l'enfant et l'enfant devenir sujet et non objet de droit grâce à la Convention internationale des droits de l'enfant, mais je rappelle que la loi anti-fessée date que de 2019. La Suède y est passée dans les années 80, l'Allemagne dans les années 2000. Nous, on a attendu effectivement 2019. À l'époque, lors des débats parlementaires pour la loi anti-fessée, certains amendements avaient voulu qu'effectivement, dans la loi, il est écrit une interdiction de droit de correction. Or, c'est pas le choix qu'il a été pris, puisqu'il est juste dit dans notre code civil que l'autorité parentale appartenant aux représentants légaux, père et mère des enfants, s'exerce sans violence physique et psychologique. Ce qui, effectivement, dans l'expression droit de correction n'existe pas dans la loi. Ce qui a permis, effectivement, aujourd'hui, à la Cour d'appel de Metz, de réutiliser ce vieux concept qui considère que dans la fonction éducative des parents, on aurait le droit, en fait, de les frapper, de les humilier pour les mettre dans les droits chemins. Attendez, ça veut vraiment dire ça? Parce qu'on ne peut pas légitimement penser que la justice française, à l'heure où la protection des droits de l'enfant est censée être un combat national, où tout le monde en parle quotidiennement, on a encore fait une émission sur ce sujet hier, ça veut dire qu'on pourrait légitimer finalement le droit à... violenter, si je puis dire, que ce soit mentalement, moralement ou physiquement un enfant, son propre enfant? C'est comme ça qu'on peut interpréter cette décision et c'est assez inquiétant, préoccupant véritablement. Ce d'autant que ce n'est pas du tout l'air du temps, puisque dans le plan de lutte sur les violences faites aux enfants 2024-2027, qui a été annoncé à la fois par la Première ministre Elisabeth Borne, puis ensuite par Gabriel Attal, il est rappelé un point intéressant, c'est que dans les carnets de santé, dans les carnets de grossesse, la loi de 2019 doit figurer. C'est-à-dire que ce principe fondamental qui est pas de violence psychologique ou physique sur les enfants est indiqué aussi dans les rendez-vous prénataux. Donc ça doit être la norme aujourd'hui. Et là, finalement, une espèce de retour en arrière assez inquiétant. Et un retour en arrière avec, finalement, de manière assez exceptionnelle. Cette décision, elle reprend une jurisprudence de la Cour de cassation du 29 octobre 2014,
qui n'est pas si vieille que ça, et qui vient dire que lorsqu'il n'y a pas eu de dommages pour l'enfant, lorsqu'il n'y a pas eu d'acte d'humiliation, lorsque c'est proportionné par rapport au manquement, la notion de proportion, c'est très subjectif d'ailleurs, à ce moment-là, on peut considérer qu'une gifle, un moment où on le secoue, ne dépasse pas les bornes des limites, comme on dit. Alors, pardon, excusez-moi de rebondir, mais on ne va pas refaire le procès, très clairement. Je ne suis pas la justice, mais je dis juste que les enfants ont porté plainte. Ont porté plainte non seulement pour coup, mais aussi pour humiliation. Ils ont gagné en première instance. Et là, en cour d'appel, du coup, c'est légitimé, on a légitimé le droit de correction. Cet homme, donc, du coup, finalement, est relaxé. Donc, encore une fois, pardon, mais je repose cette question de l'humiliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on explique à un enfant qu'il a mal agi, est-ce qu'on l'humilie ou pas? A priori, non. Mais là, on ne parle pas de ça. Alors, évidemment, moi, je ne connais pas le fond de l'espèce. Je crois que la décision, d'ailleurs, elle est assez longue. C'est une décision qui fait 27 pages, je crois. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une appréciation par le tribunal correctionnel de Thionville, si ma mémoire est bonne, qui était une condamnation. La Chambre des appels correctionnels a vu les choses de manière très différente. Alors, est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que c'est une décision d'espèce? Moi, je suis d'accord avec Madame Dessis, là, à l'instant. Je pense que c'est une décision isolée. Je pense que la Cour de cassation ne reprendra pas sa jurisprudence de 2014 parce qu'il y a la loi de 2019 qui est intervenue entre-temps. Et que ce serait donner un très mauvais signe, à la fois dans l'intérêt des enfants, parce que ça voudrait dire que on peut les violenter, les humilier, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis aussi par rapport aux parents. Parce que, là encore, ça légitimerait un certain comportement qui peut parfois tirer ses fondements sur une histoire personnelle, une histoire culturelle, voire une histoire religieuse. Et là, c'est très inquiétant parce que ce n'est pas du tout comme ça que l'on développe un enfant. On sait très bien, et toutes les études, qu'elles soient américaines ou québécoises, ça a été beaucoup à ce niveau-là que les premières études ont été faites. Lorsque des enfants ont été violentés, il en reste des séquelles sur le plan psychologique, des conduites à risque, des échecs scolaires, des difficultés psychomotrices pour les plus jeunes, des difficultés comportementales, une reproduction de la violence. Et donc finalement, la violence amène la violence. C'est une décision qui, de mon point de vue, est extrêmement inquiétante. Qu'est-ce qu'une violence, Sophie Dessis, qui ne cause pas de mal à l'enfant, je cite, c'est pour revenir à ce qui a été dit lors de cette audience, une violence qui ne cause pas de mal? Je me pose la même question, sachant qu'en plus, effectivement, ce qui m'étonne aussi dans cet arrêt, c'est que les enfants auraient dit, moi-même je ne connais pas ce dossier-là, qu'ils étaient terrifiés par leur père. Comment peut-on penser que dans un droit, dans l'exercice de notre autorité en tant que parents, c'est légitime de terrifier nos enfants et que ça aurait une valeur éducative, puisque là, effectivement, c'est dans les cadres, effectivement, de son droit d'autorité parentale. Les enfants disent, on est terrifiés. Je ne vois aucune valeur éducative à effectivement terrifier ses enfants. Alors, c'est justement là où on en vient à cette, pardon de vous couper une nouvelle fois, mais à cette notion d'éducation qui revient à chaque fois. C'est-à-dire que ces arguments, sous le prétexte de l'éducation, on va pouvoir légitimer ce droit de correction. Ça veut dire qu'il faut repenser, redéfinir à nouveau ce qu'est l'éducation ? Moi, je ne pense pas. L'autorité parentale et l'éducation, l'autorité parentale est bien définie dans notre droit. Quand on réfléchit à ce que c'est l'autorité parentale, et dans autorité, on voit deux mots. On voit autoriser, c'est-à-dire autoriser à être, à aimer, à ne pas être, et interdire. Interdire, poser des règles, poser un cadre, puisque les enfants ont besoin aussi d'un cadre. On sait très bien, et c'est vrai que toutes les analyses, les neurosciences nous ont montré que ce dont ont besoin les enfants, c'est de sécurité et de bienveillance. Donc, sécurité, je pose un cadre, mais aussi de bienveillance, c'est-à-dire être autorisé à être. Donc, effectivement, ça, c'est l'autorité. Je ne vois pas comment, effectivement, l'éducation pourrait se construire sur un modèle violent. Toute violence, effectivement, atteint les enfants, on le sait, et maintenant, c'est prouvé par la science. Je profite pour rebondir sur le mot autorité, forcément, puisque cette décision arrive à un moment où on parle beaucoup de retour à l'autorité dans ce pays. Donc, est-ce que ce n'est pas à l'influence des nouvelles mesures gouvernementales qui feraient que nous, cela a joué dans ce dossier? Non, très honnêtement, je ne pense pas, parce que pour intervenir très régulièrement devant toutes sortes de tribunaux de ma région normande, mais également ailleurs, ou de cour d'appel, ça n'est pas la tendance. Généralement, les juges, qu'ils soient de première instance ou d'appel, sanctionnent des comportements tels qu'on les a décrits à l'instant. Donc c'est un cas à part, encore une fois, on le répète. C'est un cas à part. Mais enfin, c'est quand même très important d'en parler, on se l'accorde, parce que franchement, rappeler le droit de correction tout d'un coup qui arrive dans nos journaux et dans le débat,
C'est quand même étonnant. C'est d'autant plus à part que, si j'en crois ce qui a été écrit, la durée et le nombre d'actes de maltraitance est important. C'est pas quelque chose qui s'est fait sur un coup de sang, une fois, de manière très isolée, où à la limite on pourrait l'excuser, même si c'est pas excusable. Mais c'est vraiment inquiétant. Alors, heureusement, ça n'est pas la jurisprudence la plus traditionnelle qui est rendue depuis 2019. Et la plupart du temps, comment les parents qui sont maltraitants sont sanctionnés ? Eh bien, par des peines qui peuvent être des peines de sursis probatoires, c'est-à-dire qu'on les met à l'épreuve, on les rééduque aussi à être de bons parents. Le cas échéant, ils font des stages de parentalité, et ça c'est une très bonne chose. Et vous avez aussi vu que dans le cadre de la reprise en main que l'on nous annonce, on nous annonce aussi des travaux d'intérêt généraux qui ne sont pas prévus aussi actuellement dans un certain nombre de dispositions, qui est le délaissement parental. Il y a des situations où on délaisse les enfants dans leur éducation, dans leur moralité ou de leur santé ou de leur sécurité. Et c'est vrai que, étonnamment, la loi n'avait pas prévu de travail d'intérêt général. Moi, je pense que au lieu d'un travail d'intérêt général qui consisterait à ramasser des feuilles dans la rue, ce qui n'est pas forcément sur un plan éducatif fantastique, il vaudrait mieux effectivement multiplier les stages de parentalité pour remettre en fait les choses dans leur vrai contexte et couper court à cette idée qui parfois consiste à entendre dans les tribunaux « mais j'ai été élevé comme ça ». Et donc j'ai reproduit un schéma de violence parentale avec mes enfants, tout en étant conscient que c'était limite, mais bon, à la limite, c'était acceptable. Non, ça n'est plus acceptable. On peut parfaitement élever ses enfants tout en exerçant une autorité. Il ne faut pas confondre être autoritaire et l'autorité parentale, où on guide l'enfant, on l'élève plutôt qu'on le rabaisse et on le fait souffrir. Mais quand on va devant la justice, on essaye d'avoir aussi l'approbation de la société, du gouvernement et donc des juges qui sont là donc avec transparence et un jugement, un recul pour pouvoir donc juger cette affaire-là. On ne parle pas à son oncle et sa tante pour savoir si son père a mal agi. Donc là, quand on voit les affaires, cette affaire en question, plus les affaires d'agression sexuelle ou de viol sur enfants, sur mineurs, qui sont absolument pas traitées ou très peu traitées, est-ce qu'on peut encore, je le dis, pardon, c'est un débat, hein, mais est-ce qu'on peut encore dire aux enfants, ne t'inquiète pas, tu peux encore croire à la justice ? C'est toute la difficulté, effectivement, puisque quand on fait beaucoup de prévention, et nous on fait beaucoup de prévention dans les écoles, justement pour initier les enfants à leurs droits, c'est important qu'ils connaissent leurs droits. Et d'ailleurs, on a créé un jeu qui s'appelle En route vers mes droits, et le premier droit qu'on travaille avec les enfants, c'est le droit à être protégé. Donc, et on dit toujours, effectivement, il faut parler et pour pouvoir se protéger. Donc oui, enfin... En tout cas, moi, je pense qu'il faut quand même qu'on donne effectivement aux enfants l'idée qu'on peut croire effectivement à la justice. Mais ce qui effectivement est étonnant, c'est que là, la justice, elle envoie le mauvais message. C'est-à-dire qu'elle légitime de la part d'un père qui se dit strict et rude dans son éducation, bien, mais elle légitime de la part d'un père le fait d'être violent. Qu'est-ce que ça passe comme message à ses enfants ? Ça veut dire, mon père, effectivement, il peut me frapper, c'est normal, c'est légitime. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Donc, frapper. Enfin, j'imagine qu'au tribunal, ce ne sont pas les phrases qui ont été prononcées. J'imagine bien qu'on n'a pas dit au père, vous avez le droit de frapper votre enfant. Mais en instaurant un droit de correction, la décision, effectivement, lui donne, en tout cas, l'absous des gestes violents, puisqu'il a été effectivement reconnu non coupable des violences qu'il a commises. Ça veut dire que cette décision l'absout des violences qu'il a commises sur ses enfants. Oui, puis c'est aussi une question d'évaluation de la proportion, puisque l'un des critères pour avoir relaxé le prévenu a été de considérer que c'était proportionnel au manquement de l'enfant. C'est extrêmement ça veut dire quoi, proportionnel au manquement de l'enfant ? Eh bien justement, c'est très subjectif. Rien que la phrase, on ne la comprend pas. Expliquez-nous. Moi, je comprends par le fait qu'il y a un manquement grave commis par l'enfant. La punition... Un manquement, c'est il a parental. Désobéi. Non, mais c'est parental, un manquement. Oui. C'est une autorité d'un adulte vis-à-vis d'un enfant qui ne sait pas encore et qui est là pour apprendre. Comment on peut parler de manquement par rapport à un enfant ? Excusez-moi. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est une désobéissance par rapport peut-être à une règle interne à la famille. Et quelle que soit la gravité de la faute qui a été commise, le parent pourrait, à ce moment-là, considérer que la punition la plus adaptée serait un droit de correction. Moi, je trouve que c'est
le risque de dérapage, puisque ce qui sera admis peut-être dans une famille très rude et qui ne le serait pas ailleurs, fera que vous aurez des enfants qui seront plus ou moins soumis à la violence parentale, et puis qui, finalement, l'accepteront, ou en tout cas ne la dénonceront pas. Et le risque, c'est que la parole de l'enfant ne se libère plus, qu'il va finalement se résigner à cette violence, et on risque d'en faire des enfants qui vont être non seulement en état de souffrance psychologique et physique importante, et qui vont aussi reproduire dans leur schéma avec leur père. Quand je veux dire leur père, c'est-à-dire à l'école, les enfants du même âge. On sait très bien que des enfants qui ont été maltraités physiquement peuvent produire de la violence physique à l'école ou sur des plus jeunes. Et puis, plus ils grandiront, s'ils sont adolescents, s'ils sont jeunes adultes, ils feront exactement ce qu'ils ont appris. Je reviens à cette notion de manquement, pardon, vous allez revenir tout de suite, Oui. parce que c'est la même chose, mais juste parce que la responsabilité incombe aux parents, hein, si je ne me trompe pas quand même. Donc là, pourquoi on parle de manquement par rapport à des enfants ? Parce que je vais reprendre effectivement les termes de Maître, c'est-à-dire que je pense qu'une règle a été fixée par ses parents, que cet enfant a peut-être enfreint cette règle, et que ce papa a considéré que la bonne réponse à ce comportement-là était la violence. Surréaliste. Bon, donc juste, j'aimerais quand même... Alors, je vais aller jusqu'au bout de ma question et de ma provocation. M'autorisez-vous donc à faire le parallèle avec les plaintes de femmes policiers qui sont restées sans suite, puisqu'il y en a beaucoup. Autrement dit, la Cour a-t-elle été plus clémente parce qu'il s'agissait d'un policier ? La question se pose, effectivement. Peut-être que on peut se dire qu'il y a une certaine clémence à l'égard de la personnalité du prévenu, qui par ailleurs pouvait peut-être montrer quelqu'un qui était très rigoureux, très respectueux et très intégré dans la vie à la fois professionnelle et sociale. Attendez, excusez-moi, moi je suis rigoureuse dans mon travail, je ne donne pas des claques. Mais bien évidemment, moi, si non plus. c'était cela, je trouverais ça extrêmement inquiétant, parce que la loi est égale pour tout le monde. C'est-à-dire que quelle que soit la personnalité ou la profession d'un prévenu, la loi doit s'appliquer de la même manière. Moi, je voudrais faire un autre parallèle, c'est-à-dire que est-ce qu'on accepterait cela à l'égard d'un adulte? Est-ce que vous accepteriez, est-ce que j'accepterais, moi, d'être frappé parce que j'ai commis une faute sur mon lieu de travail, à l'égard d'un ami? Sachez-le, non. Non, bien sûr qu'on ne l'accepterait pas. Alors pourquoi, si on ne l'accepte pas en tant qu'adulte, on pourrait l'imposer à un enfant? C'est complètement contraire aux intérêts et aux droits de l'homme. Et puis pourquoi durcir surtout les relations entre parents et enfants en acceptant cette décision et en parlant de droit de correction? Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. C'est vrai que pourquoi, effectivement, quand on frappe un adulte, on appelle ça violence. Quand on frappe un animal, on appelle ça cruauté. Et quand on frappe un enfant, c'est de l'éducation. Quel décalage? Ça n'a pas de sens. Donc pourquoi durcir les relations entre parents et enfants? Alors, je ne sais pas si l'objectif était de durcir, mais en tout cas... C'est la conséquence directe. La conséquence directe, c'est que ça donne un blanc-seing aux parents à exercer une autorité parentale en utilisant effectivement des châtiments corporels. Ce que, effectivement, la loi de 2019 voulait, quand elle est passée, la loi de 2019, le but, c'était effectivement de diminuer la tolérance sur les violences éducatives. Il faut se rappeler quand même qu'en 2019, quand on a fait passer la loi, il y avait eu plusieurs, effectivement, tentatives avant, sauf qu'on était dans une société française qui était quand même assez attachée à sa liberté, effectivement, d'exercer une autorité comme on veut à la maison. En gros, moi je suis parent, c'est mon enfant, je fais un peu ce que je veux. Là, la loi vient leur dire non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous avez une autorité parentale, mais elle doit s'exercer effectivement sans violence physique et psychologique. Ce que l'on pourrait peut-être regretter de cette loi de 2019, c'est qu'effectivement, elle était fondamentale, et nous, on s'en est vraiment réjouis, mais que malheureusement, contrairement à ce qui s'est fait en Suède, elle n'a pas été accompagnée et habillée d'aide à la parentalité, de programmes d'aide à la parentalité qui auraient effectivement permis que l'on discute de ce que c'est une éducation sans violence physique et psychologique. On peut se retrouver en difficulté en tant que parents. Je pense qu'on a tous été en difficulté par rapport à nos enfants, à poser le cadre, à mettre des limites. C'est forcément, parfois, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut aussi dire pour ce père. Il peut aussi avoir commis des fautes, effectivement, et avoir dérapé.
Comme tout en ce chacun. n'est pas bien, mais je veux dire, ça peut s'entendre. Je suis mais d'accord. là, pour le coup, ce n'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Eux, ils ont légitimé le recours effectivement à la violence psychologique et à la violence physique. La suite, quelle est-elle, Arnaud Saint-Rémy? J'ai cru comprendre qu'il y avait 3 pourvois en cassation. Donc la Cour de cassation va devoir se prononcer dans des délais malheureusement qui sont peut-être un peu longs parce que on sait que la chambre criminelle de la Cour de cassation, alors ça pourrait être même l'Assemblée plénière parce que c'est une décision qui pourrait être tellement importante à prendre que c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui pourrait avoir à examiner ce dossier. Qu'est-ce que ça change, pardon, entre les deux? C'est ce qu'on appelle une décision qui fera jurisprudence, c'est-à-dire que c'est une décision d'une importance capitale. Si c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui est compétente en matière d'appel, enfin de pourvoi sur des décisions de chambre d'appel correctionnelle, bien évidemment, cette décision fera également jurisprudence. Mais imaginez le poids d'une décision qui serait rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Ça veut dire que ce sont tous les magistrats de la Cour de cassation qui se penchent sur cette situation au regard de l'importance du sujet de société et prennent une décision qui va, pour le coup, s'imposer à tous les juges. Et probablement à la cour d'appel de renvoi, puisque la suite d'une cassation, ce sera une autre cour d'appel qui va statuer et qui théoriquement, doit se conformer à la décision de la Cour de cassation. Pourrait ne pas se conformer et il y aurait la possibilité de refaire un pourvoi en cassation, mais j'ose imaginer qu'on n'ira pas dans ce jeu procédural, donc pas de chaise musicale, et qu'on aura une bonne décision de la Cour de cassation. J'ai toute confiance. En tout cas, l'occasion pour nous de nous réunir une nouvelle fois pour parler des droits de l'enfant et pour parler de ce droit de correction ou pas, qui sera donc entériné ou pas prochainement. On en reparlera n'espère pas. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Sophie Lessis. Merci beaucoup à vous aussi. D'être venue sur le Grand JT. Arnaud Saint-Rémy également. Merci à vous deux. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et de voilà qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir J. Persson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur et l'illustrateur et le coloriste aussi de Nuages, ce magnifique album que vous allez retrouver aux éditions Glénat. Alors j'en parlais en début d'émission, c'est un album que j'ai appelé, voilà, je donne l'adjectif contemplatif, j'espère que vous ne m'êtes pas trompé. Le temps est un élément central dans votre bande dessinée, dans cet album. Plus l'on vieillit, c'est vrai, plus on a l'impression que le temps se raccourcit, qu'on n'a pas le temps de faire les
choses, que vraiment on est pris en permanence et que tout va trop vite. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire ressentir dans cet album? Oui, c'est vrai. En fait, j'ai voulu partir d'un rêve qu'on a enfant pour une raison un peu anodine. Là, le personnage lit une BD. Et du coup, il développe ce rêve juste à la lecture de la BD, en voyant un super-héros, il se dit « j'aimerais voler ». Et ensuite, du coup, l'idée, c'est de voir comment ce rêve peut devenir concret, mais aussi comment on le concrétise et comment aussi il se heurte aux difficultés de la vie, et à la fois aussi comment ces difficultés, il l'aide à les surmonter. Voilà, l'idée, c'était vraiment de voir finalement comment un rêve vieillit, quoi, avec le temps, et voilà. Et comment il le vit. Alors, donc, c'est le parcours d'un homme, ce fameux petit Léo, un parcours à la fois assez banal et en même temps effectivement exceptionnel. Il a une cape de super-héros. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les illustrations sont absolument magnifiques. Vraiment, les couleurs aussi. Il y a à la fois du texte évidemment, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on est vite... et c'est pour ça que je dis que c'est assez contemplatif. Vous le voyez, par exemple, ici, j'ai pris au hasard, mais ça fonctionne pour une fois. Donc, c'est donc ce parcours effectivement de ce personnage, de ce garçon qu'on voit jeune jusqu'à la fin de sa vie et qui donc fait des rencontres à la fois amoureuses, à la fois amicales, parle de son rapport à ses parents, parle de sa vie et cette notion de choix qui revient très souvent. Comment vous voyez la relation finalement entre les décisions qu'on a à faire et le cours de notre vie? Ah, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. En fait, il y a tout un. C'est vrai qu'il y a l'illusion, enfin l'idéal, on va dire, et la réalité. Et vraiment, c'est un peu. Les décisions tombent un peu entre les deux en général. Enfin, tout dépend des personnes. Mais là, l'idée, c'était vraiment de montrer comment, des fois, on tombe un peu entre les deux. Comment l'entre-deux peut être bien ou décevant. Voilà, ouais. Et vous parliez aussi de la vie à la fois commune et extraordinaire. C'était un point que je tenais à vraiment mettre dans la BD. C'est-à-dire qu'à la fois, il fallait que tout le monde se reconnaisse dedans, parce que j'avais envie que ce soit... que tout le monde puisse se voir dedans. Et à la fois aussi qu'il y ait ce petit quelque chose d'individuel, d'extraordinaire qui lui est propre et qui faisait toute la typicité, le côté atypique de sa vie, quoi. C'est vrai qu'on a ce sentiment, et d'ailleurs en discutant avec vous, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de vous aussi dans ce personnage-là, très idéaliste finalement, en se disant non mais je vais y arriver, en fait il croit effectivement, il va jusqu'au bout de son rêve, il se dit voilà, effectivement il veut voler, il y en a d'autres des rêves, je ne dévoile pas tout, mais c'est vrai qu'il va jusqu'au bout de son rêve et finalement ça peut être aussi bien un frein comme finalement un moteur de sa vie permanent. C'est ça, oui c'est exactement ça, c'est à la fois... Les rêves l'aident à surmonter ses difficultés et à la fois, des fois, les difficultés modifient ses rêves. Et du coup, c'est cet entre-deux, justement, où il essaye de prendre les bonnes décisions à chaque fois. Et bon, Et cette notion de choix qui revient toujours, est-ce qu'on a véritablement le choix en permanence? Ça revient. C'est une bonne réflexion. La question est ouverte. Ouais, c'est vrai que à la fois oui, à la fois non, parce qu'on est quand même tributaire d'un environnement et on n'est pas complètement au milieu de rien, quoi. Donc on doit faire avec ce qui nous vient et on se débrouille comme on peut. Peu des deux, on va dire. Tributaire notamment des schémas familiaux, des reproductions de schémas aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Il y a notamment, alors à la fois son père, on sent un peu frustré par son travail et on peut deviner qu'il essaye de se construire aussi, justement en évitant ça. Et finalement, de toute façon, la BD est pas mal cyclique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont amenés à un moment et qui reviennent plus tard d'une autre manière. Et à la fois, du coup, lui, même une fois adulte, du coup, avec un enfant, on peut voir que lui-même a ses propres frustrations, tout en cherchant à les avoir évitées. Finalement, il en a un petit peu, malgré tout. C'est toute la difficulté de trouver son chemin. Et même quand on commence à la retrouver, des fois, il y a quand même des petits bémols, quoi. Et tous les drames qui impactent une société de manière générale, notamment le racisme, vous l'abordez aussi très, très vite dans l'album. C'est vrai, oui, j'avais envie... Ça me tenait quand même un peu à cœur. C'est pour des raisons un peu... Moi, j'en ai jamais été victime, mais des gens autour de moi ont pu le subir. Donc c'est quelque chose que, vous avez dit, j'ai mis pas mal de moi. Et j'avais envie de mettre, ça fait aussi partie de moi, quelque part, cette réalité un peu par ricochet, quoi. Donc j'avais envie de le mettre dedans parce que je trouve que c'est à la fois quelque chose qui est de temps en temps abordé, mais
Pas tant que ça finalement par rapport à la manière qu'il a de se développer, je trouve, aujourd'hui. Donc du coup, j'avais envie de l'aborder à ma manière dans cet album. Sur la notion de rêve toujours, la notion d'argent qui revient et qui peut réfréner forcément les envies, notamment l'envie de voyager avec une illustration assez magique. Je ne la retrouverai pas tout de suite si je feuillette parce que je ne sais plus combien il y a de pages. Mais 240. Voilà, mais cet avion que vous allez retrouver avec un dôme voûté transparent. Ah, je viens de le passer. Il me semble voilà, juste avec un dôme voûté transparent qui est assez génial parce qu'on s'imagine cet avion, cet avion où on pourrait voir effectivement réellement le ciel. Parce que c'est ça. On est vraiment c'est-à-dire on est parti du rêve un peu poétique, un peu flou de l'enfant au début, donc il se dit un jour je volerai. Ça peut se concrétiser de 1000 manières différentes. Et ensuite le réel qui lui accole, c'est finalement une sorte de croisière mais dans les airs, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce manque d'argent qui le ronge petit à petit. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai un peu vécu aussi. Et du coup, je tenais à le mettre dans la BD. Comment finalement le manque d'argent finit par un peu, tout devient un peu empreint du manque d'argent et du coup nos rêves aussi finalement deviennent problématiques, conflictuelles, intoxiqués par ça, quoi, voilà. Fatalement. Cette BD permet évidemment à chaque lecteur, comme toujours, comme tous les bouquins, mais les bandes dessinées en particulier, et celle-ci précisément, d'interpréter donc ce qu'on lit, les événements et surtout les images, les illustrations dont vous êtes l'auteur, je le rappelle. Certains passages, il n'y a absolument pas de dialogue, précisément ce que je viens de montrer à l'instant, et de nombreuses pages, peut-être pas la moitié, mais je dirais peut-être un tiers, il y en a beaucoup, au moins, de l'album. C'était donc, j'imagine, volontaire. Oui. Et pourquoi ? Mais en fait, c'est vrai que même à la base, la BD, je l'avais pensée comme étant entièrement muette. Ce qui n'aurait pas été une bonne idée parce que ça m'aurait empêché de développer pas mal de points. Mais à la base, j'avais vraiment envie de je ne sais pas pourquoi ça a été assez vite une évidence. C'est-à-dire que le temps qui passe, je me dis il faut que ce soit contemplatif et très peu bavard. Très vite, c'est des choses qui me sont venues dès que j'ai eu le thème. Et je vous dis, du coup, au début, il devait être complètement muet. Donc finalement, il en reste quelques passages. J'aime bien aussi, d'un point de vue dessinateur, c'est toujours intéressant de mettre en scène graphique, on va dire. C'est toujours intéressant de voir comment on peut mettre en scène quelque chose sans aucun dialogue pour nous aider, justement, pour maintenir une forme de structure. C'est une autre forme de dialogue, finalement. C'est ça. Comment les images... Exactement. Puis ça nous laisse un peu aussi nous-mêmes contemplatifs. Parce que j'avais envie qu'elle fonctionne un peu en miroir avec le lecteur. Vous avez dit, c'est à la fois banal et exceptionnel. J'avais envie justement que chacun puisse se dire c'est un peu moi aussi, quoi, quelque part, et qu'on est tous un peu banal et un peu exceptionnel finalement. Et j'avais envie que dans ces passages muets, le lecteur puisse le ressentir d'autant plus finalement, que ça fonctionne d'autant plus en miroir, quoi. Et s'interroger sur la relation à soi en permanence, au scénario. Je rappelle des dessins donc absolument sublimes, vraiment très réussis, des couleurs très précises à la fois sur des tons pastels et en même temps très forts, mais qui marquent. J'ai même eu presque l'automatisme à la fin de me dire tiens, et si j'essayais de la lire de manière assez rapide comme ça, de la relire et de la revoir, tellement en fait la contemplation de l'image répétée pouvait être forte. Mais bravo, Nuages, donc aux éditions Glénat, par l'auteur, illustrateur et coloriste qui est ici en personne, J. Personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Tout de suite, on va retrouver Guillaume Buan pour sa chronique. Guillaume, direction les réseaux sociaux avec un mouvement qui a pris une ampleur importante, le hashtag Blockout 2024. Alors pour tout comprendre, on va revenir à la genèse. Effectivement, nous sommes le 6 mai dernier sur le tapis vert et blanc du Met Gala à New York, où défilent des centaines de célébrités dans des robes pouvant atteindre des milliers de dollars. Un événement pointé du doigt chaque année, car il met en avant le fossé entre les personnalités présentes et la réalité du monde et leur déconnexion, selon plusieurs internautes. Et pour ne rien arranger cette année, l'influenceuse et mannequin américaine Hailey Khalil a mis le feu aux poudres à la suite d'un TikTok posté sur son compte. Alors on la voit en costume de Marie-Antoinette. Elle va prononcer 4 mots. Let them eat cake. He took the bomb.
c'est très furtif, je vous l'accorde. On va reprendre les choses dans l'ordre. Let them eat cake, voilà ce qu'elle dit. En français, cela donne qu'ils mangent de la brioche. Une phrase qu'aurait prononcée Marie-Antoinette à l'époque lorsqu'elle a appris que le peuple n'avait plus de quoi manger. Difficile là donc de ne pas voir la référence historique, mais la phrase prend encore plus de poids. Alors même qu'au moment, il y a des milliers de kilomètres, plusieurs bombardements frappent Rafah, du côté de Gaza, avec ce conflit qui oppose Israël à la Palestine. Et donc, gros bad buzz là cette fois-ci. L'influenceuse a supprimé la vidéo, elle s'est même excusée. Ouais, mais trop tard. Les internautes s'enflamment évidemment sur les réseaux sociaux. Il en faut peu, tout simplement, pour que ça prenne. Une indignation attisée en plus par la démesure de l'événement. Selon le New York Times, un couvert coûtait $75 000, une table entière $350 000. Face à cela, certains internautes ont appelé donc à la guillotine numérique. C'est le moment de bloquer les personnalités, les célébrités qui n'utilisent pas leurs ressources pour aider ceux qui en ont besoin. A-t-on pu lire sur les réseaux sociaux? Nous leur avons donné une plateforme. Il est temps de la reprendre, d'où ce hashtag qui a pour objectif de protester contre le silence de ces personnalités lors de ce Met Gala à New York. Face à la situation au Moyen-Orient, ils leur reprochent concrètement de ne pas avoir parlé et de ne pas avoir pris position. Donc l'objectif en fait c'est de priver ces créateurs de contenu d'une partie voire de la totalité de leur monétisation sur les réseaux en les bloquant. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est évidemment sur le Proche-Orient et pas vraiment sur d'autres drames. Alors, qui sont les personnalités visées? Alors, nous avons des acteurs, des actrices, des humoristes, des comédiens, des animateurs, des influenceurs, bref. Concrètement, c'est aux États-Unis, tout le monde est concerné. On a des listes qui sont faites et qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. On pense à Jimmy Kimmel, on pense également à toutes ces stars, on pense à Brad Pitt, on pense également à George Clooney, on pense également à Kim Kardashian. Tenez, on va la prendre en exemple, Kim Kardashian. Elle a perdu 814 000 abonnés rien que ça sur Instagram. Selena Gomez, la chanteuse, 1 million d'abonnés perdus. On a également Beyoncé, 700 000 abonnés. Dwayne Johnson, The Rock, que vous connaissez, plus de 397 000 personnes qui ont quitté là aussi son compte. On a Kylie Jenner, Taylor Swift, qui était à Paris il n'y a pas longtemps, Zendaya, bref, tout le monde est concerné. Certains nommés dans cette liste ont également tenté de se relancer. On pense à la chanteuse Lizzo. Peut-être que ça vous parle. Elle a publié une vidéo dans laquelle elle invite sa communauté à collecter des fonds pour aider un médecin à Gaza à mettre sa famille à l'abri. On a envie de dire que c'est une belle initiative. Certains ont dit merci. Mais trop tard, les internautes étaient furieux. Je vais continuer de la bloquer, c'est de la connerie, je cite. Elle fait juste ça car elle est sur la liste. Certains ont tenté, tout simplement de revenir. Et d'autres vont même plus loin. Ils vont carrément boycotter, en plus des réseaux sociaux, leurs chansons, leur musique, au point de ne plus les streamer. Alors là, on parle essentiellement de ce qui se passe aux États-Unis. Comment ça se passe en France? Eh bien, c'est la même chose. Là aussi, on va penser à Squeezie, qui a annoncé son retour d'ailleurs sur YouTube. Ce sera ce samedi. On pense à Thibaut InShape. Là aussi, Lena Situation, mondialement connue également. Jamel Debbouze, Cyril Hanouna. Certains partagent même leur expérience sur TikTok. Regardez ce témoignage de cette Française. Depuis hier, j'ai bloqué plus de 200 célébrités et de marques sur Instagram et TikTok. Voici mon retour d'expérience. Premièrement, non. Je ne ressens pas de vide intersidéral, je n'ai aucun regret, et ma vie a toujours un sens. Par contre, voici ce que le mouvement Blockout, qui consiste du coup à bloquer des célébrités en masse, parce qu'on en a un peu ras le cul, que ces gens avec des grosses plateformes ne prennent pas position, pour pas faire de vagues, pour pas offusquer des gens, on en a ras le cul, ok? Parce que c'est une chose de ne pas suivre une personne, mais c'en est une autre de la bloquer. Parce que quand vous la bloquez, les posts ne vous sont plus suggérés dans votre Explorer, et leurs posts sponsorisés n'arrivent plus dans votre feed. Donc leurs statistiques dégringolent. Ces statistiques-là, c'est ce que regardent les marques pour faire des collaborations. Voilà ce qui s'est passé avec ces mesures qui ont été prises depuis 24 heures. Une multitude de célébrités ont enfin pris la parole. Comme quoi ça fonctionne, des petits coups de pression. Des petits coups de pression, on les bloque et donc plus d'argent pour ces stars. On leur reproche également leur collaboration commerciale avec des marques qui ont donné et affiché leur soutien à Israël. On a Sephora, on a Coca-Cola ou encore on a McDo qui soutiennent Israël et ça plaît pas à tout le monde apparemment. Moi j'aimerais bien que ça continue aussi, peut-être pour l'Arménie, pour les Ouïghours ou autres, en tout cas. Si ça se fait, pas que, effectivement, pour le conflit au Proche-Orient. Après, à savoir si c'est bien ou pas, je ne me positionne pas sur cette question. Merci beaucoup, Guillaume. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Cette semaine, son invitée est la chanteuse et ancienne candidate de la Star Academy, c'est Paola. Tu l'as dit, c'est à partir du moment où tu as fait la Star Academy que tu t'es dit « je peux en faire mon métier ». Donc comment ça se passe justement, l'aventure pour toi? Comment déjà t'intègres l'émission?
J'intègre l'émission en m'inscrivant en fait toute seule. J'ai fait ma petite candidature quand j'ai vu qu'il y avait ça. C'était un moment un peu sombre dans ma vie. Enfin, j'avais enchaîné des trucs pas cool et je me suis dit ok, il me faut des projets. Je suis un peu hyperactive et je me suis dit si là je reste avec ça sur les bras et je vais juste un peu m'éteindre. Donc j'ai vu ce casting-là qui était là. Je me suis inscrite et ensuite forcément tout a bougé. J'ai rencontré mon équipe suite à ça, une équipe pour d'abord faire le son, la musique vraiment en studio. Et ensuite j'ai trouvé les partenaires, le label, les éditeurs. C'est toi qui allais démarcher tout le monde? Non, ils sont venus vers moi. Naturellement? Ouais, on est venu à moi pour les éditions, pour le tourneur aussi et pour le label, c'est des échanges forcément grâce à mon équipe aussi. C'est jamais du hasard total. Mais ça veut dire que même si on remporte pas l'émission, il y a beaucoup de choses qui bougent quand même, quoi. Ouais, complètement. J'imagine qu'au moment où tu pars, tu te dis pas forcément que ça va suivre la voie que c'est en train de prendre aujourd'hui. Ouais, on peut pas savoir en fait. Et moi, depuis le début, je me suis pas posé de questions. Même d'ailleurs, quand je me suis inscrite, je me suis dit, j'attends même pas d'être prise. Je voulais juste qu'on me dise, vas-y, tu chantes bien. On ne veut pas forcément, mais tu chantes bien. Et en fait, ça prend forme. Mais je pense qu'il faut y aller comme ça, sans trop se poser de questions. Et derrière, c'est pas, voilà, on n'a pas forcément besoin d'une victoire pour y arriver. C'est la lumière qu'on nous donne à ce moment-là qui nous aide, je pense. C'est une émission qui a changé ta vie. Ouais, ma vie professionnelle, en tout cas, ma vie musicale, artistique, ça a changé tout ça, et forcément ma vie personnelle aussi, mais ouais, non, oui, ça. C'est vrai, qu'est-ce que ça a changé dans la vie personnelle? J'ai moins de temps, j'ai un peu moins de temps pour mes proches, un tout petit peu moins, et moi je suis très très famille, donc c'est juste ça, et en même temps, du coup, quand je retourne chez moi, c'est focus, je suis à fond auprès de ma famille, quoi, donc. Comment t'as vécu le moment où tu sors au moment des duos, donc du coup face à Carla? Comment tu vis ce moment-là? Ouais, en fait j'étais honnêtement un peu soulagée. Enfin, ah ouais? C'est bizarre de dire ça, mais je me sentais à ma place et en même temps je sentais que c'était le moment de partir. J'étais pas forcément moi là-bas, j'avais du mal avec mon image, j'ai un peu souffert de ça et j'étais soulagée de me dire ok. Avec ton image, c'est-à-dire? Avec moi en fait, le fait d'être filmée, de me voir dans les retours caméra, de me dire qu'on allait me voir, en fait. Je voulais faire de la musique, mais presque, je me suis rendu compte que j'aurais voulu le faire sans être visible, en fait. C'est impossible, c'est très bizarre, hein, mais c'est ce côté-là de ce métier où c'est un travail un peu de longue haleine, mais d'accepter que je ne vends pas que ma musique, je vends aussi un peu de l'image et accepter d'être filmée. Et donc, en fait, quand je suis sortie, je me suis dit, ok, c'est dommage, t'as pas tout fait, t'as pas fini, t'as peut-être pas tout montré, mais j'étais contente de retrouver ma famille et j'avais l'impression d'être partie de moi, quoi. Donc, je pense que j'avais pas de regrets. Je me suis dit, si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait. J'ai un peu la croyance, cette croyance-là de me dire, c'est le destin, quoi. Ça s'est fait comme ça. Est-ce que c'était difficile de pas prendre la grosse tête? Non, en fait, j'ai l'impression que non, parce que j'ai un entourage qui fait que j'ai déjà moi le tempérament un peu avec les pieds sur terre et puis j'avais l'impression de rien avoir fait. C'est l'inverse, en fait. On m'arrêtait dans la rue, me disait bravo. Et moi, je me disais, mais en fait, j'ai rien fait, les gars. Vous me dites bravo, mais j'ai fait des reprises à la télé, c'est du courage. Mais pour moi, le vrai travail, c'est de faire des chansons et de y arriver, quoi. Donc, je comprenais même pas trop pourquoi. Donc, Et j'ai l'impression que vous êtes encore tous en contact. Oui, on est pas mal en contact. On a un petit groupe WhatsApp. Forcément, on n'est pas tous les 13 à se voir tous les jours, mais on a notre groupe, on échange. Quand il y a des petits événements, on est un peu tous regroupés. Non, c'est sympa. C'est beau, je trouve. Forcément, ouais. On a vécu un truc. Ouais, mais c'est pas systématique. Ouais, non, c'est sûr, mais je pense qu'on a vécu un truc qu'on n'oubliera jamais et qu'on a ça en commun, en fait. Donc c'est à vie, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Paola, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous allez sur le terrain, vous enquêtez, vous rapportez d'ailleurs des images, souvent cocasses. Pourquoi c'est important pour vous d'aller sur le terrain, en dehors du fait que ça vous permet de produire quelques effets comiques sympathiques? Parce que le terrain, être géographe, c'est faire son terrain, comme disent les géographes. Donc aller sur le terrain, c'est avoir une appréhension des phénomènes autres que par le livre ou par Internet, parce que des choses vont arriver qu'on n'aurait pas estimé, qu'on n'aurait pas senti, qu'on n'aurait pas pu trouver sans aller sur le terrain. Comme par exemple l'idée de faire une conférence sur la morue.
Comme par exemple l'idée de faire exactement, puisque j'étais parti pas du tout pour faire sur la morue, j'étais parti pour enquêter sur les frontières maritimes absolument absurdes entre le Groenland et le Canada, entre le Canada et la France, au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont donné à la France un territoire complètement absurde que les Canadiens appellent la French Baguette, et dans lequel il n'y a aucune exploitation possible des ressources halieutiques. Et puis je m'intéressais à cet endroit-là, qui est vraiment qui est complexe, parce qu'il y a des enjeux évidemment avec les richesses du sous-sol. Et puis je rencontre un marin qui me dit vous tombez malade quand même dans un premier temps. Je tombe malade et tout ça, et puis je dors dans la cabine d'un marin, et puis à un moment donné je me lève parce que je me dis j'ai pas fait 7000 km pour pas l'interroger, donc je vais l'interroger dans sa cabine, et puis il s'appelle Karl Beaupertuis, et puis je lui dis je commence à l'interroger sur les frontières maritimes, et puis il me dit ouais non mais les frontières c'est pas ça qui est important, ce qui est important ici c'est la morue. Samy, voilà, 07 80 44 54 19 Samy. Je ne vois très bien, je suis désolé. Mais... On t'a vu donner ton numéro? Comment? Tu as donné souvent ton numéro? Ouais, souvent on me demande, et mon numéro carrément il est devenu trop... Là c'est du H24, c'est 24 sur 24. Et c'est pas une règle d'or ça en association justement on a naturellement envie de donner son numéro parce qu'il y a l'affect et l'envie d'aider, mais que très vite on peut se faire dépasser par une situation et ça peut même se retourner contre la personne qu'on a envie d'aider, qui elle, dans le besoin, nous appellerait n'importe quoi en fait. Et il y a des fois où on peut juste pas répondre. Et ne pas apporter de solution, ça peut être non seulement frustrant, mais en plus déceptif pour la personne en face. Je comprends, je vois ce que vous voulez me dire. C'est vrai que au fur et à mesure du temps, mon téléphone sonnait de plus en plus. Ouais. C'était de plus compliqué à gérer. Après, comme je peux le dire à tout le monde, et moi-même j'en suis conscient, on fait ce qu'on peut. Ça veut dire qu'on a tous des occupations à côté, et chacun fait ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que moi, je peux pas me couper en 1000 pour aider toute la planète. Après, je ferai le maximum. Je me lève, je regarde mon téléphone, j'essaie d'aider les gens. Je me couche et je Et vous n'avez pas des partenariats avec d'autres associations à qui vous pouvez déléguer? Si, justement, on se relaye. Après, chacun a sa spécialité. Par exemple, nous, en France, on va être dans tout ce qui est alimentaire et autres. Mais par exemple, sur tout ce qui est logement, on va essayer de rediriger vers d'autres associations, etc. Après, c'est un sujet qui est compliqué en France. Mais chacun a sa spécialité. Et même en fonction des secteurs, nous, on est du 91. Si, par exemple, il y a une personne dans le besoin du 95, on va essayer de voir avec une asso du 95. On ne va pas faire 2 heures de route pour lui ramener un colis alimentaire. Donc, c'est du réseautage aussi. Mais franchement, il y a un très bon tissu associatif en France. Après, ça manque de communication et ça manque de confiance. Mais il faut faire un travail dessus. Ça veut dire quoi, être éloquent? Ça veut dire quoi, être éloquent? C'est savoir transmettre des messages et des émotions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de manières d'être éloquent. On pense parfois qu'être éloquent, c'est avoir un charisme incroyable, une présence sur scène formidable, et en fait, pas du tout. À titre personnel, je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti, naturellement. Et finalement, l'éloquence, elle passe aussi par l'émotion. Et donc, c'est simplement ça, être éloquent, c'est faire infuser des messages, un peu quels qu'ils soient, et de la manière qu'on préfère. Mais il y a 1000 éloquences, et c'est ça la bonne nouvelle, justement. Ça s'apprend, l'éloquence, Pierre? Ça s'apprend, oui et non. Il y a des dispositions naturelles. Tout le monde ne pourra pas devenir un Édouard Baird ou une Christiane Taubira, mais tout le monde peut avoir une parole qui compte, des messages qui portent. Et donc oui, il y a une part d'inné, mais on peut en tout cas apprendre à avoir des messages intéressants et qui marquent les gens. C'est pas une maladie sympa que la maladie cœliaque. Alors déjà, c'est pas un phénomène de mode. Ça, c'est important, je voulais le répéter aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui enlèvent le gluten un peu par effet de mode. C'est une vraie intolérance au gluten. C'est-à-dire, alors le gluten, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qu'on retrouve dans certaines céréales. Par exemple, le seigle, l'avoine, le blé, l'orge, entre autres, l'épeautre. Et ça va créer une malabsorption au niveau intestinal et donc des carences alimentaires. Alors j'en parle surtout parce que chez les enfants, c'est très particulier. C'est souvent mal ou non diagnostiqué et on va voir que ça va nuire à la croissance et au développement de l'enfant. Les symptômes de cette maladie cœliaque alors? Les symptômes, chez l'enfant, la croissance est suffisante, mais on a aussi perte de poids. Alors peut-être pas tous les symptômes en même temps, mais ça peut vous donner une piste. Perte de poids, manque d'appétit, maux de ventre, gonflement, diarrhée, puisqu'il y a cette malabsorption, la fatigue, l'irritabilité et souvent une carence en fer. Donc quand on est diagnostiqué, là, on doit intégralement
généralement supprimer les produits contenant du gluten. Et oui, Emmanuel, c'est pas évident du tout. C'est pas évident, mais je voudrais rassurer aujourd'hui, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple qu'à une époque, c'est à vie. Alors, il faut en parler, bien évidemment, même si vous suspectez, il faut en parler à votre médecin. Ah oui, on ne se fait pas un régime tout seul. On ne se fait pas un régime tout seul, d'autant plus que si vous enlevez le gluten de votre alimentation avant d'être diagnostiqué, ça va fausser les tests. Donc, n'enlevez pas tout, faites-vous diagnostiquer. Le diagnostic officiel, c'est votre médecin gastro-entérologue qui vous le donnera. Et je vous rassure, les dommages à l'intestin, eux, vont partir dès qu'il n'y aura plus de gluten dans l'alimentation. Et le choix de ce coin du Maroc précisément, comment il s'est fait ? Comment il s'est fait ? L'humanitaire, c'est pas un monde facile. C'est pas un monde facile. Quand on veut bien travailler, c'est compliqué. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on existe aujourd'hui, un peu plus. Donc on ne veut pas se brûler les ailes. Donc on essaie principalement d'œuvrer dans des zones où on est sûr que ça va être fait de manière professionnelle. Okay. Donc du coup, déjà le Maroc, c'est accessible, c'est pas loin, c'est pas un pays en guerre, c'est un pays stable. Ensuite, sur place, on avait un partenaire qui était de confiance, avec qui on avait entretenu une relation. C'est fondamental en fait. C'est fondamental, c'est la base. L'association qui nous correspond. C'est la base. C'est la base, c'est vraiment binôme, important. Quoi. Très très important. Quand on veut œuvrer à l'étranger, c'est super important de vraiment communiquer avec le partenaire et de voir s'il est fiable ou pas. Malheureusement, aujourd'hui, l'humanitaire, c'est pas un monde simple. Il y a beaucoup d'associations malheureusement frauduleuses qui jouent de l'argent parce qu'en Afrique, le SMIC, il est pas cher. En Afrique, comme en Asie ou autre, le SMIC, il est pas élevé. On n'en a pas forcément conscience. Dans certains pays, 70 €, 90 €, c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Pour nous, c'est pas autant. Et quand on est ébloui un peu par des belles photos, des belles images, on a la main facile qui donne. Donc du coup, il y a beaucoup d'associations qui jouent de ça. C'est très important pas de se méfier, mais de bien travailler et de bien faire attention. D'être vigilant. Voilà, d'être vigilant. Sur les partenaires, chaque maillon de la chaîne. Quoi. Exactement. Les réseaux sociaux, selon vous, ils ont justement un rôle dans ces polémiques, dans l'évolution aussi de la langue française ? Dans les polémiques, c'est sûr, parce que c'est un amplificateur qui permet une résonance d'absolument tout. Sur la langue française, je crois que justement, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi de poésie. Il y a plein de créateurs aujourd'hui, ils sont très nombreux, notamment sur TikTok, et notamment assez jeunes en fait, qui écrivent de la poésie, qui récitent de la poésie. Et je trouve qu'on a parfois cette vision des réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé à être un pseudo-influenceur, ma mère m'a dit « Pierre, tu vas devenir comme Nabila ». Et donc, on a une vision qui, je pense, était vraie il y a 10 ans, des réseaux sociaux comme étant abrutissants. Mais c'est pas le cas du tout aujourd'hui. Et il y a plein de contenus extrêmement pertinents, extrêmement intéressants, notamment sur les sujets de langue française. Il faut simplement savoir bien chercher. C'est quoi les hashtags du coup à chercher? Il y a le hashtag BookTok qui est très important sur TikTok pour tout ce qui est littérature. Il y a le hashtag poésie ou poétrie en anglais qui sont très importants. Donc voilà. Et puis après, ceux qui se plaignent, moi ça me fait toujours rire de voir que des bêtises sur TikTok, c'est un algorithme qui cible ce que l'on aime. Donc si vous voyez que des bêtises sur TikTok, c'est peut-être que vous aimez beaucoup la bêtise aussi. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Guillaume, à la fois pour les infos et pour la chronique très intéressante. Merci 1000 fois. La réalisation aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez. Merci 1000 fois, c'est Xavier. Saïd Mamou également. Maquillage, Emma Razafine Ralambo. Merci aussi Laura Girard et Emma Ferrer à la rédaction. Merci à toute l'équipe. Bonne soirée. On se retrouve demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.